I did not mean to send that to everyone, but Catherine, can you get, I'm in the middle of hosting a webinar for 200 people. Can you ask Ali to stop practicing? I hate it when that happens. It looks like we have a full house now. Dawit, I believe you can take it away. Okay, thank you. Good afternoon to all. Welcome to the 6th webinar of the African Internet Resilience series on the role of fiber optic backbone infrastructure in affordable access. More than ever, there is consensus that affordable access to internet for everyone is not only important but necessary, since during COVID-19, many of the things that happened face-to-face are happening online. This includes our children's education, which is a fundamental right. But many of our citizens are not accessing this basic right just because they don't have access to the internet or they don't afford it. At the last webinar, we discussed about complementary access solutions that can be used mainly for the last mile connectivity. Today's webinar deals with the backbone of our national and international connection. This is an important discussion to have, since in spite of considerable progress that has been made
in this area in Africa, there are still some challenges to develop our country's internet backbones. I hope that the discussion that we will have today will help us better understand what are the challenges that the various stakeholders are having and how we can overcome those challenges so that all Africans, whether they are in cities or in the countryside, in the north or south, can have a good broadband internet connection at an affordable price. Before I end my very short opening speech, I would like to thank the organizers, the panelists, and all of you, the participants, who have continued to come to our webinars week after week. Thank you also to the interpreters from lLIO who have been with us since the beginning and without whom we would not be able to overcome the language barrier. I wish you all a great webinar. Thank you. Thank you, David. And my name is Steve Song. I'll be the moderator for this session, and it's a topic that's near and dear to my heart, as I've been following the development of backbone infrastructure on the continent for many years. And increasingly, the access to high-speed backbone networks has become the critical choke point in the development of broadband on the continent. And I think that, you know, we don't, because it's not as visible as the phone in your hand, we don't necessarily pay attention to it or realize that how much backbone infrastructure actually influences all of the access network. Can I have the first slide there? Oh, sorry, do we want to say something about, yeah. So for anyone who wants to follow along in translation, you should have a interpretation button on your screen, and simply click on it and choose English or French to follow along. So this is a picture of fiber optic infrastructure just a little over 10 years ago, and there was only one undersea cable serving sub-Saharan Africa, and that was the SAT3 cable, which was controlled by a cartel that kept the prices even higher than satellite. So it is a completely different landscape to what we see today. Next slide, please. Where there are at least 20 planned or existing undersea cables reaching sub-Saharan Africa. This is a map I've been maintaining for the last 12 years. And for me, it's staggering to see just how much capacity or latent capacity is reaching the continent now. Next slide. And that capacity has triggered a wave of investment in terrestrial fiber optic infrastructure. And we're going to hear from some of the people who are on the front lines of developing that infrastructure today. And to the extent that there's over 1 million kilometers of terrestrial fiber. And that's amazing. I mean, that is just phenomenal change in the state of access in a little over 10 years. However, a lot of that infrastructure is underutilized, and we aren't necessarily taking advantage of that capacity. Terrestrial fiber optic infrastructure provider on the continent, and
du département de la stratégie des télécoms. Ouvrir le débat. Bienvenue à tous. Je vais justement d'idées. La première diapositive. Un peu d'un autre domaine. Au niveau interne, en faisant les connexions, ce qui nous a montré même nous a montré certaines opérations avec les fibres optiques. Et ils nous ont montré d'utiliser nous avons commencé à former pour nous lors des premières étapes. Frontières. Chaque pays devient donc un bon tremplin pour pouvoir accéder. Ce serait l'exemple par exemple de l'Ouganda. Nous avons des plans de connexion par exemple au Soudan pour la première fois, à Djouba, cette année. Et également dans certains pays qui n'ont pas de câble. Avec le 3G et ensuite, mais cela n'a pas été suffisant d'avoir ces petites connexions. Donc le 3G n'était pas suffisant. Donc on a eu besoin des connexions beaucoup plus fortes. Indépendantes, les entreprises sont indépendantes et nous avons plusieurs connectivités. En essayant de bâtir ces tours, nous avons essayé également d'avoir des personnes d'utiliser ces connexions. Mais pour une utilité pour les affaires, pour les entreprises, ce n'était pas suffisant. Et on a essayé de connecter des différentes boutiques, les entreprises, également les parcs industriels. Connectés avec des câbles et les clients vont être également
connexion au débit. Les universités également, nous allons entendre Internet. C'est à partir des de la France. Il y a eu vraiment on va évoluer. Par exemple, au Royaume-Uni, aussi la meilleure transformation numérique, c'est de donner un département c'est occupé réellement à la fois dans ce centre de données que dans le département c'est des investisseurs chaîne tension. Je suis là dans un autre d'abord les puissantes, mais aussi l'expansion. C'est observer les domiciles. Accès à la is really, it's fine if you have, if you're able to get a monthly subscription of between $40 to $100 from somebody. It gives a good economic case to build fiber to the home. But as you get into lower income areas where people may only be spending $10 a month on data or less, $7 a month or something like that, it becomes quite a difficult economic case to build fiber to the home, which is one reason that we have not seen enough rollout of FTTH across the continent. So that's for us, that's the cycle. I'll go to the next slide, and I'll talk about something that has been occupying my time and occupying my time a lot more since we've had a few changes in the way of doing things. Schools have been closed now, almost in many countries where we operate for a good few months, and they continue to be closed for the indefinite future. In Kenya, we're talking about opening schools again in 1st of January, maybe, if the COVID virus has reduced. Now, this for us, we have already been connecting up schools where we can, but the need for broadband in schools has not become completely apparent. There's a picture on the right hand side. That's what a typical school computer lab looks like in Kenya. There's obviously been an underinvestment in modern technology in learning and the usage of technology in learning. But there are a lot of tools available, whether it be online learning, such as web-based platforms, or remote teaching using things like Microsoft Teams and Zoom and Google Classroom. These remote teaching applications are very relevant now, and we've been really working very hard with schools to connect them, get them using these tools. The challenges are not fast enough to do this, and also from the consumer side,
the data is very expensive or unaffordable to many people, depending on the country. And a friend of mine was telling me that the data price in Malawi is just reduced to down around $10 a gigabyte. And that's just, unaffordable to even surf the web, let alone, do your online video classrooms. But that's what we're trying to address, bringing down we saw these big price reductions when fiber came in, and by laying permanent infrastructure, it means that the bandwidth can increase over time and is not limited by finite resources such as spectrum. So why am I talking about schools? Because I say we've done very well at connecting towers, buildings, universities. But in the footprint where we operate, we've connected around 2,500 schools, which is great and a great achievement for us. We're doing about 2,500 more in South Africa with one large government contract. But there's about 150,000 schools, we think, across the footprint of our fiber optic network. And if there was a corporate customer who had 150 branches, or each with more than 100 potential computer users, in our footprint, you can rest assured that company would have connected up those branches to the internet by now. But governments have not generally focused on this. They're focused on traditional learning and books and hardcore classrooms. They haven't made enough investment in this. Unfortunately, that's become a big part of the challenge. And now we're trying to adapt to this new normal of remote and online everything and digital transformation of our whole lives. But it's been a big part of the challenge of why that's not been able to happen. Very few people in Africa, I think I've got a number of 17 million kids who are using any kind of remote learning, and most of that through television or SMS. Very few are using internet for their online learning at the moment while schools are closed. So what we're doing is we've been mapping out, we've been working in partnership with other bodies such as UNICEF, but we've been mapping out all the schools in all of our footprint, getting the data from the schools ministries, mapping that out to see how far they are from fiber optic networks. And we can see there's a low-hanging fruit. In a country like Kenya, around about 6,000 schools are less than 1 kilometer from a fiber. Now, it's very, very viable to connect those up straight away. There remain about 25% who are more than 25 kilometers from a fiber optic network. Those particular establishments, will probably continue to be connected by satellite for a long period to come. But if we're able to really roll out to get a very large schools connectivity network across the country, that will really accelerate the case for investment in rural broadband fiber. So this is why bringing it up. I think it's a big piece of. We hear a lot of complaints on why there's not a fiber in rural areas. It's down to a lack of viable customers. But I'm pointing out here that we have this network of branches of education establishments and technical training colleges as well. If we can connect those up, that can further drive the case for investment, and we're ready to do that. And that's, I think, for us, it's the mission that I'm working on at the moment. I think that's going to be a big piece of bringing down costs of internet across Africa. So thank you very much. I look forward to questions later. Thanks very much, Ben. So a question for you. You've worked across a variety of countries in Eastern and Southern Africa, from South Africa all the way up to South Sudan. And I mean, could you comment on what you feel from Liquid Telecom's perspective are the enabling policies that governments can adopt in terms of spurring the growth of backbone infrastructure? What things do you think are working? The basics of policies. First of all, deregularization of the telecoms market. So I mentioned that our biggest customers are mobile telcos, right? If you have a market where you've got one telco only, which is owned by the government, and they don't buy
any infrastructure, that's not going to be a good case for investment for us. We're not going to go and invest in a country that has one telco. We need to have multiple telcos in a country to make it worthwhile investing. Then, the next kind of biggest customers are banking networks, but also, ISPs as well. They take a lot of bandwidth. So if you have, some kind of free license, so not free licensing, but open licensing area where ISPs can come up, that's it creates a marketplace for us to make it worthwhile for us to invest in fiber. And then I mentioned universities as well. A lot of countries that have been more progressive, they've made these stages of moving into having these NRENs, which are mandated to connect universities. Again, that's a good piece of policy for us. It makes a good a good use case. The more use cases we can have for utilizing the fiber well, the better it is. Right now, data protection is very hot. So I mentioned that, further in complementing the investment in fiber comes with the investment in data centers. If you have good data protection laws, that makes it a better case for investing in data centers. And by that, I mean, data privacy, data protection. If you have, a country where there's no protection of data and a government man can turn up and take away your servers at any point, people are not going to invest in commercial data centers. They're going to keep their data on flash drives in their pocket where it's close to them. So these are big things. I think right now it's the hottest topic is data protection. But in the past it's been the countries that have opened up, it's been that deregulation, the opening up of other licenses. So like we're seeing in Ethiopia right now, it's opening up licenses to new telcos. It makes a good investment case for independent infrastructure. Thanks, Ben. So with that, I'd like to turn to our next speaker, who is Estelle Akofio-Soa. Estelle is the West Africa lead for C Squared, which you'll hear more about in just a second. But Estelle, is interesting because she knows, I think, more about the internet development in Africa than most people I know. As one of the early manager of Busy Internet in Ghana, a pioneer internet service provider in Ghana, and then country lead for Google, and now West Africa lead for C Squared. Estelle brings, an incredible wealth of history in understanding internet development, and I'm looking forward to hearing about the C Squared and its role in infrastructure development. Over to you, Estelle. Thanks, Steve, and wonderful to be here with you all this morning. And yes, this is definitely Bon après-midi. COVID-19, the pandemic. Il s'agit ici d'une discussion très importante, notamment dans le contexte du COVID-19. Et il s'agit également d'un contexte qui met plus en exergue l'Internet. Et nos travaux ont eu des pays voisins. En ce qui concerne la connectivité Internet, qu'il s'agisse par le biais de fibre optique, la mise en place de différentes stations. Nous essayons de voir ce qui accentue, renforce la pertinence d'Internet, qui permet également aux différentes populations de générer. Il s'agit également de la base ou du fondement de ces discussions en ce qui concerne le développement des infrastructures qui doivent être reflétées dans le changement de vie, de conditions de vie et des populations. Nous sommes très heureux d'être présents ici et de partager nos idées. Si on peut passer à l'autre diapositive. Je vous dirai davantage sur C Squared qui nous sort. Undersea cables landing on our coast. And really where the gap has been and still is
is in the infrastructure to move that capacity from the coast to whether it's a tower or whether it's a school, whether it's an ATM, whether it's a security camera, a home. That's what the gap really is today in Africa. Or one of the gaps, as we will talk about, but we're here talking about specifically about infrastructure and why C Squared was born out of Google. So it was really with this desire to address this gap. And unlike, I know open access is sort of now quite a well-known term, but sort of 10 years back when Google first started this, it was really a new concept of a wholesale infrastructure provider, unlike what had typically been done in the past, and is still largely done today, apart from some players like Liquid and C Squared. Infrastructure, telecom infrastructure was typically built by the mobile operators for their own use. And that took away the level playing field for all service providers. And I'm absolutely a believer in consumer having choice and the belief that it is best for our national development for there to be competition in our markets. And often the MNOs, typically the MNOs have far deeper pockets. But having run an ISP myself and today serving both MNOs and ISPs, there's absolutely room in our markets for both mobile operators and ISPs. They serve different markets, different customer needs, and the customer deserves choice, most importantly. So that's what we are, working with mobile operators and ISPs to take broadband to wherever they want it to be. And we work with flexible models, really depending on what the needs are of the service provider. We're today, as C Squared, owned by 4 shareholders, so Google, Convergence Partners, IFC, and Mitsui. Next slide, please. So this is just C Squared in a snapshot today. We're live in Liberia, Ghana, Uganda, Kenya, and got the DRC there in light green. These things, and one of, I think there's various questions that will come up about regulations and ease of doing business across the continent. I know the continent has made lots of progress in that front, but this is one of the sectors that is still quite sort of controversial and difficult to enter. Really seen as a cash cow, I would say, by our governments, often to the disadvantage of their universal access ambitions. Obviously a great source of tax generation, and I understand, I'm sure if I was a Minister of Finance, one of my first, where my eyes would go would be on that source of tax generation. But it's a balance that needs to be achieved with governments between that focus and achieving their universal access ambitions, and just recognizing all the other ripple effects, positive development ripple effects that access to the internet, access to devices brings to a country. So today we have over 50 plus customers, as I said, being MNOs and ISPs. We've got over 2,200 kilometers of primarily metro, but backbone is an increasing focus for us as well. Manholes and handholds are a critical part of our build design to make sure that it's easy for us to break off and expand the network to whatever the new destination is that needs to be connected. As I said, be it a data center, be it a traffic light or an ATM or a home. And we've got over 2,700 of these end sites connected today on our network. Next slide, please. So my last slide really talks about what to me results in success. And it really is a multi-stakeholder area. And it starts, yes, with the government and the regulators, creating that environment that makes doing business easy. I think today it still takes too long when you want to invest
in this critical need in an African country, it still takes too long to really get to sit in front of the regulators and the relevant ministries and get clarity on what the license is going to be, what the terms are going to be. It could just all be a lot easier, and I think that's absolutely necessary to change on the continent, as well as the drive. So I think demand can be driven from the bottom up, which is what the private sector has largely been doing to date. It can also be driven from the top down, and our governments in Africa are increasingly doing better on that by driving their e-governance strategies. So if we had all grown up on the continent, registering businesses online, getting our new passport online, bringing goods, so the whole importation process online, as well as so all those critical government services being online, as well as learning online. And Ben talked extensively about that as well. So there's that top-down drive and demand as well that I think governments are play a critical role in. And then the operators, and not just, and I run a private company today and have for many years, and so I know that again, it's quite hard to keep that balance between delivering on what your customers need and being profitable. And so that's a challenge. And operators, in particular the mobile operators, but also the ISPs, who have traditionally brought on the enterprise market, whereas the mobile operators were focused on the individual user on a mobile phone. They've already, and I have to acknowledge the role that they have played across the continent in bringing us online. But we definitely need to see a shift from, just first of all, the shift was from phone calls and SMS to data, right? And then recognizing that it's about volume of users and not just tapping into a smaller segment of the market and charging higher rates. But again, I acknowledge the challenge. It's a hugely expensive, capital-intensive sector that we are in. Running businesses in Africa, and especially in this sector, if you just look at power alone and what has to get spent on backup power to ensure we're able to deliver on our SLAs. One area of regulation that definitely needs to improve across the continent is recognizing these investments as critical national assets. And so if someone's building a road and they dig up 10 kilometers of your fiber, you need to be compensated for that and not just expected to replace it, which is sort of the norm now. And then the fourth group that I look at here is investors. And so we need investors in the continent that recognize that this is a long-term investment and they are not going to get their returns overnight. And I'm talking about 10, 15 years, and being patient and knowing that if you invest early in this critical infrastructure, you will reap the benefits as the number of users and the demand and utilization of each user grows. So that's what the continent really needs, is long-term patient investors in this sector. And I think that continues to be a challenge. And the last bucket that I look at here, which for me is perhaps the most exciting, but all four buckets are critical, is you can have the infrastructure but not have affordable, smart, user-friendly devices. And all of that infrastructure is of little benefit, right? And is being underutilized, and then the investors start to panic and pull the plug. So we need regulation that brings down the cost of devices. We need the whole ecosystem, and I know Africa has come a long way in terms of developers and building of applications that are actually relevant to the African user.
And I was listening to a TEDx video recently about how many projects have been done across the continent with good intentions, bringing internet kiosks, etc., to rural areas, thinking that everyone was going to get on there and be researching for farm information and etc. And they found out that what most people wanted to do was watch a video, and you might need to beat this word out, but watch pornography. So I think that comes to the mindset of people, and it is part of, to me, what's critical in our education systems, and people really recognizing the positive ways that they can use the internet and realizing that it can result in financial rewards, because so many people in Africa are still living under the poverty line and struggling to get food, water, healthcare, basic education. And so all those other almost luxury benefits of the internet that most of us on this call today are using the internet for, they aren't in that place to really benefit from the internet in that way. So it's a very complex space that we are in. It's so critical, and everyone needs to play their role in us seeing everyone in Africa online, and not with a black and white TV, but with a color smart TV. And I mean that for devices, right? So not just a device that actually is a torch and is a radio, but is a device that you can communicate with the world, you can educate yourself, you can sell your products and reach a global market. And that's what Africa needs. So looking forward to the rest of the conversation today. Thank you. Thank you, Estelle. Some fantastic messages there. I mean, recognizing patient capital. In the digital startup world, we see, the sort of VC style investment that expects a return, in a comparatively short period of time. But when it comes to infrastructure, that's just not realistic, and especially when it comes to fiber infrastructure, which has a much longer lifespan. And I think also the issue of, how do we create inclusivity so that everyone benefits, and make sure that our investments aren't, exacerbating the digital divide. I have one quick question for you, and that is, I'm not sure everybody realizes that C Squared is a very different animal as a wholesale operator. There are very few wholesale operators on the continent, and could you talk just a little bit about why that's important, why not selling to retail, to end users, to consumers has been an important strategy for you, and maybe how that has changed the markets in Kampala and Accra and Monrovia? Yeah, we're definitely still fairly unique in our purely wholesale approach, and it's not always an easy journey. And to some extent you are reliant on others to sell at the end of the day. So it's not an easy space, but we absolutely believed in the markets that we're operating in today, that there were enough service providers, and that what was needed was to address the challenges they were facing in bringing broadband to their end users and to the points, the distribution points, usage points that they needed to. And that was Google's commitment in this investment, and they found the same commitment and belief in our 3 new investors that joined C Squared as an independent entity. And so, that continues to be the commitment of the organization. Obviously, as you look to other markets, that might not be what is the ideal model and approach, but today that remains our commitment in the markets that we're in, and we found that it works.
And I think in terms of change, and I'm super excited about what we've done in Liberia. And when you go into a market where there is zero fiber, and transform that community so that now an enterprise, a hotel, can say, I want fiber, and that any service provider is able to respond and say to them, I can deliver fiber without them having to make that investment themselves, which the majority of them don't have that CapEx availability. And so that's just really transformed, if I talk specifically about Monrovia. It's exciting. It's never fast enough, Steve, for me, and the cost of the investment is high and does mean that fiber, isn't yet still the right solution for everyone. And you still do need to have that combination of where some areas where satellite is still what's right, wireless, but it could be wireless with the stable backbone of a fiber network that improves their SLAs as well. And so that's what it changes when you make these investments into an area. It just enables competition and broadband to be delivered by all. Thanks, Estelle. So we'll turn now to our next speaker, who's Professor Meoli Kashorda of the Kenya Education Network, or the National Research and Education Network for Kenya. And some of the participants may not be familiar with what an NREN is. An NREN, or National Research and Education Network, is a network of university and tertiary institutions that have banded together essentially to build high-speed infrastructure. Universities need high-speed internet infrastructure more than any other institution in the world, because much of the research that is done at universities involves the transfer of vast amounts of data, whether it's from CERN in Switzerland or the Square Kilometre Array in South Africa. Modern research requires a huge amount of data, and increasingly any modern university is dependent on digital access and infrastructure as the sine qua non of being a university. Students do their research online, they publish online, they interact online. So NRENs are a critical institution, and essentiel. Et Kenya est justement un institut pionnier. Et Meoli est à la tête de Kenya depuis déjà plus de 10 ans. Thank you, Steve, and thank you all. I'm delighted to be able to make a presentation, especially on behalf of other African NRENs that are National Research and Education Network. D'autres représentants de réseaux pour l'éducation et la recherche. As you see me, I'm both an engineer and a faculty member. So I à la fois un universitaire et aussi un ingénieur. Je représente à la fois l'offre et la demande d'Internet. À travers mes diapositives, je vais essayer justement de parler davantage de cet aspect. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, je pense que Steve a déjà fait mention des NRET, donc ces réseaux universitaires, indiquant leur demande en matière de bande passante est différente des autres. Voici à quoi ressemble notre demande. Je pense que la première chose que tout le monde doit comprendre est que, tandis que des pays mettent en place ou élaborent des politiques pour la bande passante, the university right from 2007 in Kenya, we set the minimum target is 1 gigabit per second. Quelques années, nous voulons qu'il y ait au moins 1 gigaoctet par seconde en termes de bande passante. Notre objectif, dans
d'autres pays, l'objectif va atteindre 10 gigaoctets ou une centaine de gigaoctets dans les pays de l'Occident. Notre objectif d'1 gigaoctet par seconde peut être atteint à travers la mise en place de la fibre. Nous avons travaillé avec tous les opérateurs, notamment avec C-Square. Nous avons aussi Ben Roberts de Liquid aussi, qui permet literally all university main campuses on 1 gig. It hasn't been easy. Il n'a pas été facile d'atteindre notre objectif de bande passante. It has also been because the market in Kenya qui est dû aussi au fait que le marché est assez libéral au Kenya. Nous avons accès à cette fibre. So what will appear in the next map is that almost all university campuses are la prochaine carte est que presque toutes les universités ont accès à la bande passante. It's not like every building around is connected. We go to a campus that is probably 100 kilometers away from the next campus, and we want fiber there. Disons que les campus sont éloignés les uns des autres. If it wasn't for others who have invested in fiber infrastructure, including the government, ceci a été rendu possible grâce à un investissement massif dans la fibre optique, dans son infrastructure, et pas uniquement par le gouvernement. UbuntuNet Alliance and UbuntuNet Alliance and GIAN. Aussi différentes alliances de réseaux universitaires de recherche et d'éducation aussi, qui ont apporté leur appui. Je suis ravie de voir que les championnes justement de cette initiative est parmi nous. Et je sais qu'elle a beaucoup de questions à poser. Prochaine diapositive. So there is our country. It looks small, but it is a big country. Donc voici notre pays qui paraît assez petit, qui fait la taille de la Californie, pour les Américains qui nous suivent. We are talking about, if you talk about from where you see the fibers, the international, the undersea fibers, starting on the Indian La Ocean, fibre sous-marine qui commence au niveau de l'océan Indien, passe vers l'Ouganda. Nairobi to Ethiopia, you again talking another 1,000 kilometers. Encore so entre Nairobi et l'Éthiopie, vous avez 2000 kilomètres. Donc, campuses. Yes, we do connect schools, not too many. 306 campus, nous essayons de relier les différentes écoles. Nous savons que les écoles ne disposent pas d'un budget suffisant, c'est pourquoi nous nous concentrons sur les universités et qui ont justement une forte demande en matière d'Internet. We have used over 2,000 kilometers of government fiber. So we light it, we lease it. Even if it's government fiber, it's not free, it's leased. And then we also have used other fiber operators to lease, especially des opérateurs de fibre. So you can see the cloud is going all the way to GIAN, and from GIAN in Europe, we go to the rest of the world. So a lot of our traffic from the researchers goes into Europe. And quite a bit goes notamment par l'Europe into America et également par those links undersea cables are the ones ces liens et ces câbles sous-marins we are just using sur lesquels nous nous sommes concentrés. 20 of them and I can report that about 70% of our traffic is now served locally. 70% de notre so the trafic international capacity is for really what you can get internationally. So if we go to the next passer à la prochaine diapositive. So how have we done it? We sommes parvenus à cela. Capacity. Il s'agit de gérer capacity so far. 14 gigs for last mile. And remember, puis avoir on 14 the last mile, we sometimes develop pour le dernier kilomètre. Fiber, but this is leased from commercial operators like Liquid, Telecom, or Safaricom, or opérateurs, Safaricom, Liquid, et autres. Nous avons l'embarras du choix. Obviously, for backbone, those long distances, we don't light on those long distances. A lot of them, we simply lease managed capacity. But we have also leased close to 3,000. You can see we've leased dark fiber, quite a bit of dark fiber, which is leased and lit. So we are operating close to 3,000. Notice only 264 is owned by us. So we develop it ourselves.
Nous développons nous-mêmes cette fibre du dernier kilomètre, en particulier au niveau des universités. Ceci est essentiel, bien que ceci concerne des distances assez courtes. Nous dépendons de la fibre d'État. Je vais juste résumer ce que nous avons fait entre 2010 et 2020. Nous avons donc commencé notre collaboration en 2008, et bien avant de travailler avec Liquid. En 2010, nous avons accès à une fibre assez limitée qui était fournie par le gouvernement. Il s'agissait à l'époque de battre des coûts. Les réseaux universitaires n'ont pas accès à cette fibre. Il y avait deux opérateurs concurrents, avec KBN ou Liquid qui étaient en tête. Ensuite, nous posons la question du coût. Ceci nous coûtait près de $100 000 par campus. Et comme il y avait une concurrence limitée, ceci a été un véritable obstacle à la réduction des coûts. Il nous a expliqué justement qu'il s'agit d'un pays en développement. Quelques difficultés parce que des fibres étaient justement détruites. Construction de certaines routes. Rings around it, in which case you can make it reliable. Et aussi apporter une certaine fiabilité. Cette connexion. Au Kenya, nous sommes en train de nous concentrer sur ce dernier kilomètre, améliorer la connectivité dans les campus universitaires. Dès l'année dernière, il y a des opérateurs It's not a developed market in Kenya, like in other countries, but from C-square, it's not a fully developed market. And then obviously the managed fiber is even more. Sur la question de gestion de la fibre, the recurring costs are low, the NRC is still high, and obviously we've come a long way in terms of reliability. So if I go to the last, I think second last slide, next slide please. À la prochaine diapositive. I just wanted to tell you that we do the hard part. This is the part most operators will not want to do. C'est le travail que la plupart des opérateurs ne veulent pas faire. Parfois, ce sont les universités même qui financent ces travaux. Les images que vous voyez ici concernent un projet financé par NetHope. And we Parfois, did nous the last sommes mile parvenus fiber. It was about 17 kilometers of rock, coûts, as you can see, in order to reach that campus. So those are the kind of problems that we saw. It's been exciting, and I know there will be questions about we at least were serving a community that has nous avons pu rendre service à une communauté qui en avait besoin. Campus networks are not so well developed. Bien que les réseaux du campus universitaire ne soient pas développés, they do not pool as much bandwidth as it is. As you can hear, we are still one of the biggest bandwidth consumers. The universities les universités constituent quand même la plus grande part des consommateurs, surtout pour les instituts de recherche. Now that the universities are closed because of COVID-19, maintenant que les universités sont fermées en raison du Covid, there is a little bit of traffic going into the universities and a lot of traffic going into our community data center. We still operate université et plus de trafic au niveau des centres de données qui restent opérationnels. And our connection to the internet exchange point is the one that is now filling up as we serve the students who are accessing resources from home.
So I think that's what I wanted to share with you, and I'm ready to answer other questions. Thank you. Présenter. Je reste à votre disposition si vous voulez. There was the conclusions. I just wanted to make the last point. Leased lines and dark fiber is still unregulated in Kenya. That is not a good thing. In the sense that one of the things. Règlement pour la fibre noire au Kenya. Et l'un des problèmes, si je n'ai pas de relation avec, donc je vais juste avoir un prix, et ces prix ne sont liés à aucun endroit, et on ne sait pas malheureusement est à bon prix. Et nous avons eu la chance quand même au Kenya, nous avons été bien traités par les opérateurs. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir des prix qui sont bien publiés en public, qu'il y ait une bonne communauté, avec une communauté de l'académie universitaire, et l'entreprise peut également avoir accès et dire ce dont elle a besoin pour pouvoir avoir une bonne connectivité. Voilà un peu. Sinon, je pourrais apporter des éléments de réponse aux questions qui me seraient posées ultérieurement. Je vous remercie. Merci. Il y a eu beaucoup de points qui sont très intéressants qui ont été discutés. D'abord, il y avait une remarque de avec la question du monopole. Mais Kenneth, c'est pas un monopole. C'est également mon opérateur. Et ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un modèle et avec Internet qui est un bon opérateur. L'idée, c'est d'avoir plus avec les bénéfices d'infrastructure. Et il y avait une question provocatrice qui a été posée de Catherine. Quel est le rôle de Est-ce que vous pouvez soulever peut-être avant de toucher à ce point? Tous les opérateurs peuvent connecter et offrir de nombreux services. En fait, nous avons des compétitions. Non, maintenant les écoles. Nous avons un plan Kenya de 2017 et donc qui a mandaté Kenneth avec une bonne pour avoir une bonne connectivité pour les écoles. Et il n'y avait pas et ils ont essayé d'avoir l'université, les services universitaires. Avec les écoles, was given to private operators to provide et de donner aux prestataires de services fournir les aux écoles. Et maintenant, nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation pour pouvoir mettre en œuvre it's an open market and the private sector seems to have solutions. But we have connected only 20 schools, but we have plans of connecting even the 20,000. Nous avons pu également connecter plus de 200 écoles. We only need to be facilitated by the government. If the government decided to use us, we would be l'application du gouvernement. Si le gouvernement n'aide pas, nous autorise un peu à nous allons passer à notre dernière intervention. Infrastructure investments can often be quite localized, and people are focused on their own problem. So if you're C-squared, building infrastructure in Accra and making it work is the critical issue. But we don't often have the opportunity to sort of zoom out and see the big picture of how infrastructure is evolving on the continent. But our last speaker, Dr. Abu Dafala, works with the African Union and the l'Union africaine development et le in programme Africa, pour and has that luxury of taking a view of seeing how the pieces all fit together. Et de voir comment les pièces sont à vous.
Thank you very much, and I would like also to thank the organizers for giving us this kind of opportunities to share the continental experience with the participants, with whom I also thank. BITA is one of the big projects in Africa. It's program for infrastructure development in Africa. It is for all infrastructure, and ICT is one of the subsectors. The others are transport, energy, and water. Can you turn on the slides? Next. I will run through the presentation very quickly. Background, and then the AU vision and Agenda 2063, the policy objective, infrastructure hierarchy, terrestrial cross-border submarine cable systems and backhaul links, broadband connectivities and IXPs, cybersecurity, lead up to ICT projects, which you are currently now working on, and then conclusion. Next slide, please. Next slide. The beta started in 2009, and if you see the pour 2063, si vous regardez, il n'y a pas d'autres câbles et sur l'autre côte d'Afrique, c'est presque. Essayez de venir en arrière. Je vais juste donner un autre aperçu. Yes. And in West Africa, there is only one submarine cable, which has been mentioned by Steve. And it used to be. Il s'agit donc de la vision de l'Union africaine et l'agenda 2063. Et il y avait beaucoup de câbles. Et d'autres initiatives ont été initiées. Il s'agissait d'RTL et MTN. La vision de l'Union africaine et l'agenda 2063 met en exergue l'importance de la croissance économique durable et inclusive qui peut être aboutie par un développement des infrastructures durables, pertinentes, inclusives et d'une qualité standardisée. Il s'agit ici d'une importance pour le développement économique. Et quand il en vient au TIC, il s'agit ici d'un domaine transversal avec le développement du TIC qui va renforcer les autres infrastructures, les sous-secteurs comme le transport, l'énergie, l'eau, en utilisant les TIC. Avec la connectivité, cela va être renforcé et avoir un système d'irrigation beaucoup plus adéquat qui va permettre d'avoir une électrification accrue. Donc la vision, c'est d'avoir de très bonnes initiatives. L'autre diapositive. Les objectifs au niveau politique, c'est de développer des infrastructures éthiques continentales, régionales, durables, pertinentes et abordables, d'avoir une construction d'une connectivité haut débit, un bon réseau, avec l'utilisation des fibres connectant au niveau des résidences, d'encourager les infrastructures TIC avec les constructions pour joindre les câbles sous-marins avec de différents pays, notamment les pays qui n'ont pas accès à la mer, pour optimaliser l'utilisation de ces capacités. L'Union africaine ici souhaite vraiment d'avoir tous les pays puissent disposer davantage de connectivité pour plus d'un point de connexion, notamment pour qu'ils puissent bénéficier de la compétition et des prix à moindre. Il s'agit d'avoir de nouveaux services, de garantir une meilleure sécurité structurelle avec la pandémie du coronavirus. La plupart utilisent les différentes sources médias en ligne. Nous devons donc vraiment porter notre attention à la sécurité de ces réseaux. Et l'un des intervenants a mentionné qu'il est très important de protéger les données afin de renforcer et également d'établir d'autres bases de données, centres de données et d'autres ressources financières. Il s'agit également d'un des points importants, c'est d'essayer de mobiliser des ressources financières pour les différents projets. Diapositive prochaine. Notre diapositive. Vous m'entendez? Autre diapositive, s'il vous plaît.
Je pense qu'il y a un délai là. Par rapport à la hiérarchie de ces infrastructures, ça diffère parce qu'on commence par l'accès et ensuite il faut voir la différentes hiérarchies. Cela commence par la dernière ligne qui est très importante pour la connectivité au débit. Et ensuite, on va vers les différents réseaux et ensuite on passe vers l'autre réseau au niveau continental, régional et ensuite intercontinental. Et quand nous essayons de voir la connectivité continentale, là, il est très important de noter que le volume des données est en train d'accroître, d'augmenter. Alors qu'il n'y a pas, il y a pas des réponses qui sont adéquates à la demande. S'il vous plaît. Et donc, certains pays. It's cutting off. Voice is cutting, please. Thank you. We cannot hear, interpreters cannot hear. Yes, thank you. Autre diapositive. Sorry for the internet because it is unstable. So the submarine cables now, there are many on Africa. Maintenant, pour les câbles sous-marins, nous en avons beaucoup maintenant, notamment en Afrique de l'Est. Il y a plusieurs câbles. Et Afrique, Australie, imagine, Djibouti a 9 câbles sous-marins qui sont connectés à différents points en Afrique de l'Ouest également. Il y a d'autres initiatives. Maintenant, il y a une initiative d'avoir des câbles sous-marins régionaux, comme celui qui est fait par Djibouti, qui va de Djibouti jusqu'à Massa et qui va jusqu'en Tanzanie, et qui connecte également la Somalie. Il y a un autre en Afrique de l'Ouest, America, qui essaye qui est soutenu pour financement. Et cela permet de promouvoir les câbles sous-marins pour les utilisations, la connectivité régionale, parce que cela permet d'avoir des hauts débits, notamment quand on utilise des nouvelles technologies positives. Next. The broadband connectivity actually, la connectivité au débit, cela permet d'avoir des avantages pour les utilisateurs Internet. Et on avait à peu près 25% en Afrique. Maintenant, nous sommes arrivés à hauteur de 31%, qui est encore bas comparé aux autres continents et à la moyenne mondiale. C'est 189, la moyenne en Afrique, c'est 91, dans les pays développés, c'est 91. Et en 2007, en Afrique, c'était à 25%. L'augmentation, la moyenne mondiale est très élevée comparée au développement en Afrique. C'est pour ça que nous avons besoin des investissements en Afrique. Et parce que pour l'Afrique, ça dépend notamment de la connectivité portable. L'Union africaine dispose de projets qui font la promotion, la construction et le développement des points de connectivité. Et avec le développement des points de connectivité, Micro.
micro, s'il vous plaît. Et en ce qui concerne la sécurité cyber, et donc et cela permet de donner la confiance aux utilisateurs par rapport à ce qu'ils disposent comme base de données pour pouvoir avoir une certaine sécurité de leur base de données. Et il s'agit ici de la Convention sur la cybersécurité de l'Union africaine qui a été signée par 15, ratifiée par 5. L'objectif, c'est de garantir la sécurité aux biens informations techniques, financiers, humains, institutionnels, ainsi que les ressources à travers le continent. La sécurité cyber est très importante parce qu'il y a besoin d'une certaine coordination avec les nombreux pays, parce que les crimes peuvent provenir d'un autre pays. C'est pour cela que la coopération est nécessaire. La Convention de l'Union africaine travaille également sur l'harmonisation des lois relatives à la cybersécurité. Et en ce qui concerne les politiques et les stratégies, on essaie d'avoir des accords intra-régionaux pour faciliter le commerce, de renforcer la confiance des investisseurs dans le domaine des infrastructures et d'encourager également le développement des contenus et des services locaux. Diapositive prochaine. Prochaine diapositive. Les projets TIC PIDA-PAP2, il y avait d'abord un projet PIDA-PAP1 qui était le projet initial pour ce projet. Avec le projet PIDA-PAP2, nous avons les membres des communautés économiques régionales avec 37 projets. Il s'agit des projets relatifs aux infrastructures qui sont au nombre de 29. Il y a d'autres projets également, des petits projets qui sont 8. Sur la cybersécurité, il y en a 3. Et ensuite, il y en a certains sur l'économie numérique et ensuite le renforcement des domaines d'éthique, renforcement des capacités, etc. Le montant total nécessaire pour ces projets va autour de 1,5 milliard, ce qui ne représente pas un grand chiffre. L'éthique représente un secteur très attrayant pour le secteur privé parce que cela génère de nombreux revenus. C'est pour ça que nous avons des succès pour attirer le secteur privé. Le secteur privé souhaite ou aime investir dans ce domaine parce que les investissements ne sont pas énormes. Nous essayons donc de voir ces projets et d'essayer de sélectionner les projets et de voir ceux qui sont profitables et essayer de les mettre en œuvre. Pour l'Union africaine, essayer d'avoir accès aux points d'accès avec des points d'accès pour les fibres sous-marins pour que cela puisse être ouvert pour avoir accédé. Et pour les pays qui n'ont pas accès à la mer, c'est d'avoir 2 ou plus points de connectivité. Nous essayons d'avoir l'harmonisation. La promotion également des réapplications. Dans ces projets, il y a certains pays qui disposent d'initiatives de développer une certaine présence au niveau des frontières pour que les pays puissent se connecter à partir de ces stations, comme la Tanzanie. Ils essayent de prolonger leur fibre pour profiter de l'utilisation à la RDC, le Mozambique. Le Kenya également essaie de d'entreprendre des activités pour une certaine disponibilité de ces réseaux au niveau de leur accès. Ce sont de très bonnes initiatives qui vont permettre d'avoir une meilleure concurrence et ainsi avoir une certaine réduction des prix. Parce que nous avons eu que discussions sur les prix sont assez sévères. Donc, mais quand il y a davantage de prestataires de services, les prix vont baisser automatiquement. Est-ce que je pourrais vous demander de
clôturer. Il nous reste juste 10 minutes dans ce webinaire et j'aimerais quand même donner la parole à certains membres du panéliste pour qu'ils puissent apporter des éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Merci. La numérisation. Il s'agit ici d'une stratégie de la numérisation qui a été développée par l'UNECA et l'Union africaine. Il y a également d'autres initiatives par l'Union africaine, comme l'élaboration de rapports sur le numérique, et également un engagement fort de la part des ministres qui travaillent avec Smart Africa et autres organisations. Est-ce que vous pouvez m'emmener la dernière diapositive pour que je puisse conclure? Le plus important est de souligner les liens entre les différentes organisations, les CER, NEPAD, la Commission africaine, notamment la signature également de la Convention, la promotion de la connectivité avec la connexion sous-marin, fibre sous-marin, la promotion de la connectivité et développer et faciliter la connectivité au niveau des frontières. Il y a 2 pays qui ont soumis leur projet pour les points d'échange régionaux. Certains ont également soumis des projets avec des centres de base de données au niveau de la région. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a eu de nombreuses questions qui sont très intéressantes, qui ont été posées dans la boîte à questions-réponses. La manière dont on va apporter les éléments de réponse, c'est que je vais donner la parole à chaque intervenant, quelques minutes, pour pouvoir répondre aux questions et apporter des éléments de réponse au niveau de la question-réponse. Oui, excusez-moi, je consulte les questions qui ont été posées. Merci. Donc, il y a de bonnes questions qui ont été posées par rapport aux écoles. Il s'agit de voir comment la télécommunication peut justement appuyer les écoles. Nous sommes un fournisseur prestataire de services et notre but est de fournir la connexion aux différentes entreprises, aux usagers, aux particuliers, qui est utilisée donc cette connexion à domicile. Concernant les écoles, nous avons appuyé aussi certains projets qui étaient largement financés par l'État. Bien que certaines écoles soient éloignées, nous avons constaté qu'il y avait aussi un problème de capacité au niveau de certaines écoles, surtout au niveau des écoles publiques. Donc, il s'agissait de renforcer la capacité pour que les enseignants puissent justement assurer l'appui informatique, notamment la gestion du Wi-Fi. Nous fournissons également des formations. Et nous avons aussi, avec l'appui de Microsoft, nous avons aussi fourni des outils d'enseignement à distance. Et nous avons aussi dispensé des formations en ligne. Nous avons aussi organisé des webinaires, notamment avec Kenet. Donc, il s'agissait aussi de saisir ou d'utiliser les capacités existantes au niveau des écoles. Et certains des mécanismes n'avaient pas été encore mis en place. Il y a aussi une autre question qui m'a été adressée. Il s'agit de voir comment au mieux déployer la technologie de bande passante. Les écoles en soi, disons que les écoles privées peuvent se le permettre. Autrement, un financement public sera nécessaire, surtout pour les écoles publiques. Il se peut que certaines écoles ne puissent pas justement se fournir en différents appareils pour faciliter la connexion. Il y a eu des discussions aussi concernant l'abordabilité des appareils. Il ne s'agit pas uniquement du prix donc de la tablette ou du téléphone, il s'agit de voir comment l'on peut payer pour ces outils ou ces appareils.
Je me souviens que lorsque j'étais plus jeune, nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter une télévision ou un téléviseur et nous avions loué un téléviseur. Nous devions payer tous les jours. Au Kenya, Safaricom a lancé aussi un système pour justement faciliter l'achat de certains appareils, la mise en place de forfaits et trouver le moyen aussi de permettre aux particuliers de payer pour leur téléphone ou les différents appareils à travers des paiements quotidiens ou hebdomadaires. Il y a aussi une question concernant les coupures de connexion et comment ces coupures sont gérées. C'est une question qui a été posée par un participant d'Afrique de l'Ouest. Je pense qu'il y a aussi une autre question posée par Victor Assanti concernant les coupures au niveau de la fibre. Donc, les coûts d'entretien de ces réseaux peuvent être élevés. Et au Ghana, des politiques ont été mises en place pour justement protéger ces investissements, en particulier les actifs publics. Il reste encore beaucoup à faire, effectivement. Il y a aussi un système de compensation qui est mis en place et aussi éviter tout inconvénient pour l'utilisateur final. La fibre aérienne est donc un domaine dans lequel nous avons investi. Je pense qu'il y a une véritable opportunité sur le continent africain et je pense que les gouvernements aussi devraient réfléchir à la mise en place donc des infrastructures et aussi des possibilités de commercialisation. Il serait bon aussi d'avoir cette collaboration entre le gouvernement et le secteur privé afin que cette infrastructure soit justement à la disposition de tous les prestataires de services et non pas à une oligarchie. Il y a aussi une... Donc, je viens de répondre à la question posée par Victor Assanti. Je pense qu'il y a une autre question qui m'a été posée, Steve. Puis une question posée par Catherine concernant l'Afrique de l'Ouest. En effet, le coût de l'IP a réellement baissé au Nigeria, au Ghana, avec différentes options qui sont proposées. Le coût de l'IP a réellement baissé. La difficulté se pose au niveau de la mise à disposition de l'infrastructure pour l'utilisateur final. Et c'est ce sur quoi nous devons nous concentrer. La disponibilité de l'infrastructure permettra d'améliorer l'utilisation. Il est important aussi de réfléchir aux différents prix et à leur réduction dans différents pays d'Afrique. Autrement, le coût de l'IP a considérablement diminué. Je pense qu'avec le temps, ceci pourra se faire. Donc, si on compare les différentes régions d'Afrique, l'interéchange de données entre les pays est assez faible. Je pense que ces tendances changeront. En Afrique de l'Ouest, je pense que la connectivité ou l'échange entre les différents pays est meilleur. Et les coûts ont baissé, justement, dans des pays comme le Nigeria ou d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Les petits États autour de la connectivité, justement, donc, utilisent des câbles plus courts. Donc, c'est la tendance que nous avons constatée aussi en Afrique du Sud, qui est un véritable hub de connexion avec des coûts qui ont été réduits. Certains pays
Donc justement, on préfère avoir la connectivité avec Johannesburg plutôt qu'avec le Royaume-Uni, qui reviendrait plus cher. Donc je pense que cette tendance aussi sera constatée en Afrique de l'Est. Je pense qu'il est temps de conclure, mais je voudrais accorder la parole à Meoli afin qu'il puisse réagir aux questions. Je pense que j'ai pu répondre à la plupart des questions dans l'onglet de discussion, mais la question à laquelle je souhaiterais répondre maintenant donc, concerne la manière dont nous avons pu gérer le trafic qui a été généré par les différents instituts. Et quelqu'un donc nous demandait comment nous procédions à cette gestion. Nous avons la chance au Kenya d'avoir donc un bureau de Microsoft, un bureau de Google aussi qui opère sur place. Et nous avons accueilli un bon nombre donc, de multinationales. Nous avons donc pu localiser notre trafic. Je pense qu'il y avait aussi une autre question. La question des travaux publics et la mise en place de fibres actives. Les travaux publics contribuent pour près de 80 ou 90%. Et ceci contribue aussi au coût important de l'ONM pour la fibre, surtout au Kenya. Donc, le coût peut être pris en charge par certains, notamment pour l'entretien de la fibre. Nous sommes les opérateurs au niveau de la demande. Nous sommes ici pour répondre ou satisfaire la demande des universités et la fibre optique ne sera pas mise en place à moins qu'il y ait un véritable investissement au niveau de la demande et qu'il y ait plus de demandes. Et nous passons plus de 50% de notre temps au niveau des campus pour aider les universités à avoir une meilleure consommation de la connexion de la bande passante dont ils disposent déjà. Merci. N'hésitez pas à me poser d'autres questions et merci pour cette opportunité. Merci. Docteur Ndefalo, vous avez le mot de la fin. Excusez-moi, les câbles, donc les prix ou les coûts de ces fibres ont été réduits en Afrique de l'Ouest. Facebook et Google voulaient aussi mettre en place un bon nombre de câbles et ont sollicité l'Union africaine pour le financement de câbles sous-marins. L'autre question aussi, concernant l'appui de l'Union africaine apporté au pays, il est très important qu'il y ait une harmonisation des lois et encourager les pays à améliorer la compétitivité et aussi prendre en compte les avantages socio-économiques qui peuvent être apportés par une meilleure infrastructure de technologie de l'information et de la communication. Il est important aussi donc d'avoir l'utilisation de technologies intelligentes, avec les réseaux électriques intelligents notamment, les infrastructures routières intelligentes. Et il faut aussi tenir compte aussi d'autres questions transversales comme le genre et l'environnement. Et donc, ce sont des critères que nous prenons en compte pour les projets qui nous sont présentés.
Il s'agit aussi d'améliorer les IXP et aussi l'interconnexion. J'ai répondu à d'autres questions par l'écrit dans la boîte à questions. Mais le Covid-19, je pense, va réellement encourager les CER ainsi que les États membres à mettre en place donc ce marché unique pour le continent. Il existe déjà un système similaire en Afrique de l'Est et l'IGAD aussi souhaite mettre en place un système similaire et l'Union africaine aussi apportera son appui. L'harmonisation est essentielle. Merci beaucoup. J'aurais aimé pouvoir poursuivre ce débat pendant 2 heures encore parce que c'est une question qui me tient à cœur, mais nous devons malheureusement nous arrêter là. Ce fut un plaisir que d'animer cette session. Je voudrais remercier tous les participants et les intervenants. Merci à vous également et aux organisateurs de l'événement. David, are you there? Hi, Steve. I believe Dawit has left us earlier. Oh, in that case, I will. Je pense que Howard est déjà parti. Dans ce cas, au nom des organisateurs, donc il s'agit de l'Union africaine, Internet Society, l'Association pour le progrès dans la communication, Mozilla, NetHope, je vous remercie. Je souhaiterais également remercier les participants et je vous invite également à participer au prochain webinaire qui devrait se dérouler le 13 septembre prochain et portera sur la santé en ligne. Je vous remercie. Merci à tous.